Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richomme en IMOCA aux côtés du groupe Paprec. Le double vainqueur de la solitaire du Figaro s'alignera fin octobre sur la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre avec Yann Eliès à bord d'un bateau dernier cri Paprec Arkea avant de s'attaquer à son premier Vendée Globe l'année prochaine. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, dont le départ sera donné le 7 janvier 2024 de Brest. Un rendez-vous qui est particulièrement attendu, puisqu'il verra 5 pionniers se confronter pour la toute première fois sur une course autour du monde en solitaire et en ultime. Un challenge extrême qui marquera l'histoire de la course au large et que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 137e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le vendredi 20 octobre, il est exactement 11h27. Nous enregistrons avec un peu d'avance parce que le planning de notre invité sera particulièrement chargé à partir de ce week-end, puisqu'il fait partie des 190 marins qui, dimanche 29 octobre, prendront le départ de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Pour lui, ce sera sur un ultime, il fera équipe avec Thomas Rouxel. Vous l'avez bien sûr reconnu, il s'agit de Thomas Coville, skipper de Sodebo Ultime 3 qui est déjà arrivé au Havre. Salut Thomas. Salut. Thomas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'échanger avec toi, un rapide focus pour ce qui est de la classe ultime sur cette 16e édition de la Transat Jacques Vabre. 5 trimarans seront au départ, les 5 mêmes d'ailleurs qui ont participé à l'édition précédente il y a 2 ans, à savoir dans l'ordre du classement de 2021, le Maxi Edmond Rothschild, SVA Lazartigue, Banque Populaire 11, Actual Ultime 3 et Sodebo Ultime 3. On rappelle que moins de 2 mois après l'arrivée de cette Transat Jacques Vabre sera donné le 7 janvier prochain le départ de la toute première course autour du monde en solitaire et en ultime, l'Arkea Ultime Challenge Brest, à laquelle ils seront 6 à participer, puisqu'Éric Perron se joindra à la flotte à bord d'Adagio, un bateau que tu connais très bien, Thomas, puisque tu en as été le skipper et l'initiateur de sa transformation en ultime. On va d'ailleurs peut-être commencer rapidement avec ça, Thomas. Un mot sur ce bateau, ça doit te faire plaisir, toi qui en a été justement l'initiateur de la transformation c'est l'ancien poulain d'Olivier de Kersauzon, de le voir revenir sur cette course, sur l'Arkea Ultime Challenge Brest. Ouais, c'est sûr. Et ça m'aura fait de la peine de voir ce bateau rester sur le quai à Lorient. Euh, Éric Perron le reprend avec l'énergie quasiment que j'avais quand je suis allé le chercher moi sur le quai à Brest pour en faire effectivement ce bateau qui sera le bateau le plus rapide autour de la planète en solitaire en 49 jours 3 heures. Je trouve qu'Éric il a cette même qualité, c'est d'y aller, d'oser, de tenter. C'est quelqu'un qui, que ce soit en surf, en planche, et quelqu'un que j'admire beaucoup. Et il a cette même énergie. Donc, je suis effectivement très content que Eric reprenne ce projet avec cette attitude. Voilà. Il va rentrer dans la classe ultime par la grande porte, celle de ceux qui osent et qui y vont. Et qui sont pour moi les vrais aventuriers. Bon, il sera pas au départ de la Transat Jacques Vabre parce que le délai était un peu court pour lui. Vous serez donc 5 à vous élancer le dimanche 29 octobre. Le village ouvre ses portes aujourd'hui. Comment s'est déjà passé ton convoyage? Vous êtes arrivé quand au Havre, Thomas? On est arrivé cette nuit, on s'est fait un super convoyage. On est parti hier de Lorient vers 10 heures du matin et on est arrivé au Havre un peu avant minuit.
C'était vraiment des conditions un petit peu viriles, certes au début, autour des Glénans et jusqu'au Ratsin, et puis après le Ratsin et la Manche sur un tapis volant. Et, et on avait vraiment, il y avait une super atmosphère à bord. On s'est fait plaisir. J'avais emmené dans mes bagages mon ami Jacques Gamblin qui m'a ravi et qui m'a, comme à son habitude, avec son œil expert, euh, recroqué ce matin ce qu'on voyage et on était tous très heureux d'amener le bateau au Havre cette nuit. On a passé les écluses d'un seul jet dans la nuit. On a garé le bateau et voilà, on est effectivement avec tous les autres dans le bassin pour l'ouverture de ce village. Bon, juste avant de lancer cet enregistrement, tu me parlais d'un texte qui venait de te lire. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Je sais que tu es très proche, vous êtes très proche avec Jacques. Ouais, c'est Axel. Enfin, en fait, Jacques, c'est un ami, c'est quelqu'un qui est dans ma tête, c'est quelqu'un qui me ressent, qui me ressemble, et on a cette complicité depuis maintenant quelques années, voire décennies, où je le vois sur scène et je le décris, ou je le décode, et lui, quand il vient à bord, il fait la même chose, et cet exercice qu'on a en duo est assez merveilleux. Euh, c'est quelqu'un qui a vraiment le pas de côté et le regard de l'homme qui vous aime. Voilà. Et c'est ce qu'il m'a dit en fait. Euh, il m'a dit tous les athlètes qui arrivent ici à la Jacques Vabre, euh, ils ont ils ont la victoire en tête ou ils ont l'objectif de gagner en tête. Et, et lui, il m'a dit, mais moi, je t'aime. Moi, je t'aime inconditionnellement parce que tu es là, parce que tu es arrivé dans le bassin, parce que je vois et je suis abasourdi quand je vois la vitesse à laquelle ça va, de ce qu'il a fallu faire pour arriver avec Sodebo dans ce bassin à cette vitesse-là, et que tout ce travail avec tous les gens qui sont autour de toi fait que je t'aime et je suis. C'est ça d'abord que j'ai envie que tu gardes, Thomas, quand tu arrives ici et quand tu prends le départ et, euh, et la victoire, c'est ça avant tout. Et quand il a des mots comme ça pour un athlète qui arrive euh, que ça soit dans la chambre d'appel ou que ça soit dans un stade ou que ça soit pour quand il va se jeter dans un bassin ou quand il est ces mots-là dont on a besoin quand on a un ami à côté de soi et qui vous rassure et qui vous enveloppe dans quelque chose qui effectivement est inconditionnel. Et cet amour de l'amitié inconditionnelle, c'est ça que je vais chercher dans une fratrie ou dans une fraternité d'une équipe comme l'équipe Sodebo, ou que j'ai voulu comme ça, que j'ai construit comme ça, avec des témoins comme ça. C'est ça que j'ai voulu aller chercher en continuant et en gagnant avec Jean-Luc Lélias et là en continuant et en allant chercher Thomas Rouxel avec qui on n'avait pas fini une histoire. Tout ça, c'est lié dans ma tête et c'est lié dans ma manière d'être et, euh, et voilà, je le vis comme ça grâce à des grands témoins pour moi que sont Jacques Gamblin, entre autres. Bon, alors tu es donc arrivé dans la nuit au Havre. Est-ce que maintenant il te reste 8 jours, un peu plus de 8 jours avant le grand départ, le dimanche 29 octobre. Est-ce que tu as des routines? Est-ce que maintenant ça fait ta huitième participation? Tu as quand même une grande expérience de cette ambiance de départ, de cette ambiance de village. Est-ce que toi, tu as désormais des routines bien installées avant les départs? Ouais, j'ai cette capacité maintenant à rentrer dans ma bulle. Alors, je fais exactement ce qui s'est pas passé ce matin ou ce que je fais pas avec toi là, Axel, mais parce que tu fais aussi partie euh, de cette bulle, de entre guillemets pas trop me livrer comme j'ai pu le faire les premières transactions Java. Je me suis encore de partir trop fatigué ou d'avoir été trop pris par l'émotion générale. Non pas que maintenant j'en sois blasé, pas du tout, mais j'arrive à filtrer le meilleur et pas forcément à livrer trop. Je suis plus dans l'attitude de prendre et de recevoir que de trop offrir. Et comme c'est vrai que j'ai un naturel plutôt généreux, euh, j'ai cette routine maintenant qui me, non pas qui m'isole, mais c'est aussi avec les gens qui m'entourent. Ils ont compris comment
me protéger au quotidien, dans les gens qu'on rencontre et comment on les rencontre et à quelles heures on les rencontre. Et après, j'ai une petite routine de m'extraire du Havre, mais sans aller trop loin. Parce que j'aime bien cette région aussi et qu'elle elle fait partie finalement d'un voyage complet quand je viens faire la Transat Jacques Vabre. Euh, j'ai une routine de sport athlétique parce que j'aime aussi laisser mon corps aussi euh, me parler et d'être dans ce ressenti du corps d'athlète avant de partir et non pas de me laisser prendre par cette semaine ou ces 10 jours où on a tendance peut-être à être moins athlétique ou moins en contact avec le corps puisque les bateaux sont dans l'enceinte et qu'on ne peut plus naviguer. Euh, j'ai ces routines de lecture et pas trop de médias pour choisir les émotions que j'ai envie d'emmener avec moi. Voilà, en gros, c'est des routines qui sont devenues des habitudes, mais qui sont devenues aussi des choix de vie. Euh, euh, je pense que la vie de marin et la vie d'athlète et la vie quand on est skipper d'un trimaran comme Sodebo, un trimaran ultime, tu es obligé de faire des choix de confiance, des choix qui te sont vraiment très personnels et qui viennent de tes tripes et qui peuvent ne venir que dans le temps. Je crois au temps long pour devenir un jour un bon marin. Bon, justement, on va parler de temps long parce que tu as une vraie histoire avec la Transat Jacques Vabre, hein, puisque c'est là que tout a commencé avec ton partenaire Sodebo. En tout cas, tu as disputé, tu as remporté ta première victoire sous les couleurs de Sodebo en 1999 sur la Transat Jacques Vabre en IMOCA avec Hervé Jean. Tu l'as depuis remporté une deuxième fois en ultime, cette fois en 2017 avec Jean-Luc Linelias. Raconte-nous un peu ton attachement à cette course. Alors d'abord, cette course, j'y suis très attaché parce que elle est le reflet pour moi d'un questionnement qui était très profond euh, en multicoque à l'époque déjà, où en solitaire on se posait ces questions, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est viable, parce que c'était très engagé à l'époque de Laurent Bourgnon, Paul Vatine, Loïc Perron, j'en oublie forcément, mais il y a un monsieur que j'ai adoré, qui était vraiment un grand frère, qui était Jean Morel, et qui a proposé en fait cette dimension du couple et du double, qui divisait par deux les risques quasiment, et qui mettait à l'honneur la dimension de l'équipage, et qui allait devenir cette course qui est devenue la Jacques Vabre, dans un port qui était au départ pas du tout orienté. C'est un port de commerce, c'était un port d'une ville qui découvrait la course au large et qui, au fil des années, est devenue vraiment une merveilleuse ville d'accueil pour une course comme la Transat, Jacques Vabre, là, avec un partenaire sur la durée, parce que Jacques Vabre est avec eux depuis le début. C'est ça la magie de cette course et j'y suis extrêmement attaché parce que finalement, la route du Rhum, elle est née bien avant moi avec Monsieur Thévenon. Non pas que j'aime pas la route du Rhum, on pourra pas me faire dire ça. Mais là, moi, je suis né quasiment avec cette génération de la Jacques Vabre. Et, et Jean Morel a insufflé ça. Il a été après directeur de course de cette course. Euh, et je pense à lui très souvent avec cette émotion parce qu'il était très visionnaire sur l'humain, la prise de risque. Euh, il avait cette légitimité et je retrouve tout ça aujourd'hui avec, alors pour le coup ça s'est étouffé énormément, euh, avec des classes très différentes maintenant, la classe 40 qui est sublime, vraiment. Il y a plein de jeunes coureurs, je reçois plein de messages et je vais en voir plein parce que il y en a plein qui me demandent de pouvoir effectivement venir naviguer un jour sur un ultime et heureusement et évidemment qu'ils vont pouvoir venir. Les IMOCA, alors là, c'est vraiment une classe qui a explosé ces derniers temps et qui est devenue vraiment une compétition. Je dirais qu'il y a plusieurs compétitions dans la classe IMOCA. Il y a trois divisions quasiment, mais vraiment une flotte incroyable avec des bateaux fantastiques. Les multi 50, qui restera ma classe de cœur parce que c'est du multicoque et ça ressemble effectivement à ce que j'ai connu au tout départ avec Lorma et j'ai adoré cette période. Et enfin, la classe ultime, en double, en couple, et moi cette année avec Thomas Roussel, je, je pense que il n'y a pas de moment et de transat
plus, plus génial à faire pour un marin que le double en ultime, ça c'est sûr. Bon, justement, on va reparler de ce plateau en ultime. Juste un petit mot avant, on parlait de temps long encore tout à l'heure. Tu vas fêter les 25 ans de ton partenariat avec Sodebo, ce qui est, je crois, unique entre un skipper et un sponsor. Comment tu expliques une telle longévité? Ben, moi, je l'explique parce que c'est trois femmes à la tête de ce débo, trois sœurs, Marie-Laurence, Patricia et Bénédicte. Et ces trois femmes, elles m'ont fait grandir, elles m'ont fait confiance et elles travaillent dans un temps long. Elles sont à la fois visionnaires et à la fois elles regardent l'époque et, et cette durée, cette maturité, cette bienveillance, elles l'ont au fond d'elles et elles en font quelque chose. Elles sont dans les actes, elles sont dans l'action. J'ai souvent cette phrase, elle m'a touché, elle vient d'un poème, mais c'est l'action est la sœur du rêve. Moi, j'avais un rêve et dans les actions qu'elles ont menées pour m'y amener et pour que petit à petit, avec ce débours, on soit là, c'est pas que c'est effectivement sur un temps long ce partenaire. Mais on retrouve Jacques Vabre, hein, on retrouve des gens comme ça dans une fidélité, dans un engagement. L'engagement chez elle, l'indépendance dans l'engagement, c'est ça qui fait que ça dure entre nous. Alors, pour autant, ça a été avec des hauts, des bas, des très bas, des conversations difficiles, des doutes, des explications, mais c'est notre message aussi avec Sodebo, c'est cette durabilité dont on a besoin pour avoir confiance. Un athlète, il a besoin de confiance dans le temps, il a besoin de se faire confiance et il a besoin effectivement de cette confiance pour arriver à la victoire. Je pense que c'est notre mot de cette durabilité et de ce début en général. Bon, pour cette huitième participation, tu vas t'élancer donc sur Sodebo Ultime 3, un bateau que tu as fait beaucoup évoluer cette année avec un chantier qui a duré quasiment 6 mois, hein, de mars à septembre. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce qui a été fait et quelles étaient un peu les ambitions de ce chantier? Effectivement, notre chantier de cette année, c'était un chantier d'évolution après le rendez-vous de la Route du Rhum. La Route du Rhum, c'est toujours un rendez-vous très attendu avec un cycle de la Route du Rhum. Et, et souvent, après la Route du Rhum, on rentre et puis on a tellement tout donné sur la Route du Rhum qu'on s'arrête un peu. Et là, j'ai une équipe derrière moi, Yves Mignard, Jean-Christophe Moussard, Thierry Douillard à l'époque, qui est parti sur la coupe maintenant, mais Thomas Salmout, ils sont arrivés à l'arrivée à Pointe-à-Pitre et ils étaient comme moi contents du duel et à la fois ils avaient vraiment analysé très vite qu'il nous manquait notamment dans les phases de décollage parce que ces bateaux sont venus vraiment et véritablement des bateaux volants et c'est dans ces phases-là de décollage et de démarrage du décollage que beaucoup se jouait en stratégie et qu'on avait euh, un déficit. Donc, plutôt que de mettre à terre tout de suite, on a remis le bateau en condition de compétition. On a navigué décembre, janvier, février, jusque mars avec le bateau, en allant aux Canaries, en revenant et tout, et en se donnant la possibilité effectivement d'être ambitieux techniquement pour combler ce gap. Alors, il y avait trois grands axes. Un axe d'allonger le plan de voilure, pas forcément de rajouter de la surface, et c'est ce qu'on a fait en augmentant le mât de 2,50 m. De gagner de la masse, et on avait un système autour des foils qui était très vertueux pour choisir l'angulation des foils. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais qui était également très lourd, parce qu'il y avait une double coque finalement dans le flotteur et dans la coque du flotteur, qu'on a retiré. On a gagné environ 450 kilos sur la plateforme, ce qui est colossal pour nous. Et la troisième axe, c'était effectivement repousser l'axe du plafond de verre qu'on a tous aujourd'hui, qui est la cavitation quand on dépasse les 40 ou 45 nœuds aujourd'hui sur ces bateaux. Et donc, ce chantier, on l'a mené effectivement tout cet hiver et été pour arriver aujourd'hui avec un bateau transfiguré, très ambitieux pour une fois. Alors qu'on est souvent aussi un projet assez sage, assez pondéré,
parce que humble par rapport à la technique et par rapport à ce qu'il faut être fiable sur l'eau. Donc, pour une fois, on est ambitieux dans nos choix et ça se sent et ça se voit. Et justement, est-ce que par rapport au bateau que tu avais sur la route du Rhum il y a un an, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les gains toutes ces optimisations? Alors, on s'est pas confronté parce qu'on a eu dans une séance d'essai, on a cassé une dérive. Donc, on fait partie du petit cercle avec Benjamin de Rothschild et avec Banque Populaire de ceux qui ont cassé une dérive. Mais je crois qu'il y a les articles, ils ont cassé un foil. Enfin voilà, on est pionniers tous et on est tous logés à la même enseigne. Et ça nous a empêché d'aller nous confronter le week-end d'après à l'Azimut. C'était pas voulu. Par contre, on préférait, comme vous me l'avez gentiment dit, euh, Ronan Lucas, le manager de Banque Populaire, qu'on avait eu le talent de le faire à l'entraînement et pas en course. Euh, on n'a pas pu se confronter. Par contre, sur les chiffres, oui, on est sur des pourcentages et surtout sur des vitesses de décollage où on a gagné 2 à 3 nœuds sur les vitesses de décollage. Mais dans ces vitesses de décollage, forcément, il y a entre guillemets une bosse dans notre polaire, c'est-à-dire dans les performances qu'on peut avoir quand vous décollez. En gros, il y a 20 à 25% de gain de vitesse et ça, on l'a décalé dans le temps et on décolle beaucoup plus tôt. Dans des vents de 11, 12 nœuds, 13 nœuds max, alors qu'avant on était plutôt, on décollait vers 15, 16, 17 nœuds. En plus, ce qui est doublement vertueux, c'est que c'est plutôt plus facile à gérer quand il n'y a pas beaucoup de vent et pas beaucoup de mer. Donc les gains sont très intéressants dans des conditions faciles. Et ça nous intéresse. Et ça nous intéresse aussi dans toutes les phases de transition, dans ces grands parcours comme la Jacques Vabre ou comme le Tour du Monde, où dans ces moments-là, dans la transition, on est capable effectivement de faire maintenant la différence et d'aller chercher les meilleurs. Donc l'analyse qu'on a eue et la stratégie qu'on a eue post-Route du Rhum nous a amené au bateau qu'on a aujourd'hui. Et c'est cette réactivité, cette réaction, cette pugnacité dans la mise au point qui, je pense, aujourd'hui va payer et avec Thomas, on est hyper content du bateau aujourd'hui. Mais on ne s'est pas confronté et il faut se confronter avant de pouvoir parler de chiffres ou de réelles performances. Il n'y a que la confrontation et que la victoire à la fin qui permet de dire on est meilleur ou on ne l'est pas. Bien sûr. On rappelle que quand vous aviez conçu ce bateau, il devait y avoir un tour du monde en solitaire fin 2019. Le bateau a été mis à l'eau au printemps 2019, si je me souviens bien. Donc vous aviez été tu l'as expliqué plusieurs fois, sage dans sa conception en pensant le faire évoluer par la suite, ce qui explique qu'il a été peut-être un peu moins performant que ses rivaux ces dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces optimisations, même si on va bien évidemment attendre cette confrontation, tu as l'impression que tu es maintenant au même niveau? Ouais, après, on voit que ça s'est énormément resserré. Euh, je rappelle juste que chacun a eu ce temps de croissance. Le bateau qui a été très emblématique ces derniers temps, de Edmond Rothschild, a vraiment eu un temps long, puisque nous, on l'a battu à sa première Jacques Vabre, parce qu'effectivement, il était encore en période d'essai. Banque Populaire, ils ont mis beaucoup de temps aussi à mettre au point, et c'est fastidieux. Plus on est pionnier, plus on est sur des grands bateaux et des gros bateaux, plus les phases de mise au point sont difficiles et, et, et laborieuses quelquefois, parfois, mais elles sont nécessaires. Euh, Nous, c'était vraiment un cahier des charges qu'on avait de pouvoir effectivement, encore une fois, sur un temps long, pouvoir mettre au point sans prendre de risque de tout casser ou de tout perdre. Donc, c'est une logique aussi, c'est une stratégie. Alors, c'est difficile à accepter quand on gagne pas ou quand on est effectivement à la dernière Transat Java avec Tom, on est en tête au Cap Finistère avec une vraie navigation différente et on sentait déjà qu'on était capable. Hein. On avait vraiment. Alors après, on touche juste avant d'arriver à Madère et là, ça nous coupe les ailes. Et on est resté sur cette frustration. On avait quand même voulu finir parce que c'est dans notre ADN de partenaire que d'aller jusqu'au bout. Euh, mais mais toutes les histoires de ces trimarans et qui après emmènent toute une flotte ou tout un bassin, elle est dans ce temps long où elle est en tous les cas dans cette prise de risque d'oser, de continuer, d'avancer, d'expérimenter. On a essayé d'y construire un cadre avec la classe ultime pour que ça soit pas non plus complètement délirant ou fou. Et quelquefois, ça amène à des conversations difficiles, hein, mais c'est normal. Je veux dire, on,
chacun d'entre nous, par contre, a connu ça. Mais je suis plutôt fier de ça. Et c'est le suc d'un pilote aujourd'hui sur un bateau comme Sodebo. Euh, c'est d'analyser, comprendre, garder ses émotions et ses sensations. Et ça, un copilote comme Thomas Rouxel est extrêmement précieux pour ça. C'est vraiment, je l'ai choisi, il m'a choisi, et le thème de notre Jacques Vabre à tous les deux, il est venu d'une conversation avec lui où lui, il est effectivement, il revenait d'une course alors pour le coup là en Volo 65, pas franchement, c'est plutôt des camions, hein. Et il revenait en me disant j'ai pris un plaisir incroyable à barrer, on a gagné parce que je me suis fait plaisir à barrer, moi je suis un barreur et j'ai besoin de ça, de faire parler, d'avoir des émotions et des sensations, et j'ai retenu ça et je me suis dit il a raison. Au moment où on est de Sodebo, les émotions, les sensations, c'est ça qui va nous rendre meilleurs, et qui doit reprendre aussi le pile, ou sur la pile des priorités, ce qui va nous faire gagner, le supplément d'âme qu'on a quand on est un athlète sur un bateau comme ça. Ouais, le choix de le reconduire entre guillemets sur cette édition de la Jacques Vabre, il s'est imposé logiquement pour toi? Encore une fois, ça se tient, et c'est vraiment construit, hein. Quand j'ai gagné avec Hervé Jean, j'ai gagné parce qu'on était sur un temps long. On avait fait New York-San Francisco ensemble. On s'était rencontrés sur un Jules Verne avec Olivier de Kersauzon. On avait fait la même Whitbread quand moi j'étais sur Dijous et lui il était sur, je ne sais plus sur quel bateau, mais c'est sur Brooksfield. Euh, voilà, on se connaissait très bien. Alors pour le coup, à ce moment-là, c'était plutôt un grand frère. Euh, Quand je gagne la Jacques Vabre avec Jean-Luc Délias, c'est un temps long aussi. C'est quelqu'un avec qui j'ai été en concurrence longtemps en Norma, et qui était quelqu'un que j'admirais beaucoup sur la méthode. Euh, et puis il est rentré dans le projet Sodebo avec cette méthodologie, et je lui ai laissé une place dans notre groupe où de son aura, et il en a fait quelque chose qui me rassurait, qui était vraiment très prégnante, et après m'avoir routé plusieurs fois et jusqu'à 42 jours 3 heures autour de la planète, on va gagner cette Transat Jacques Vabre après avoir fait l'Atlantique aussi en 4 jours 3 heures. Donc vraiment sur un temps long, et ça a été une course géniale. L'arrivée, ce sera une des plus belles émotions de toute ma vie, de voir Jean-Luc ému de gagner et qu'on gagne ensemble, parce que c'est une vraie belle histoire d'homme. Et puis Thomas Rouxel arrive sur cette tentative de Jules Verne qu'on fait ensemble, où Jean-Luc nous routait, et je capte chez cet homme une sensibilité, des sensations, des moyens de régler le bateau euh, qui, qui, euh, qui me font progresser, qui me font me questionner. Et la dernière fois, encore une fois, quand on est en tête au Cap Finistère, on est dans le match, quoi. Et je sais qu'avec Thomas, on est toujours dans le match parce que c'est un compétiteur. Et, et je crois que je lui ai laissé petit à petit aussi une place, parce que lui, alors contrairement aux autres, il faut aller doucement avec lui, il faut lui laisser du temps aussi. Euh, et je l'ai beaucoup écouté. Je l'ai beaucoup regardé fonctionner, et ça m'a plu de me voir être à l'écoute pour moi progresser à mon tour grâce à quelqu'un comme Thomas Rouxel. Euh, donc c'est un choix très mûri, mais encore une fois dans un temps long, dans des histoires que j'aime particulièrement. Pour finir sur cette Transat Jacques Vabre, donc plateau de 5 bateaux. Jusqu'ici, le bateau dominant que tu citais tout à l'heure, le Maxi Edmond Rothschild, qui a remporté les dernières épreuves, la dernière édition, la Route du Rhum l'année dernière. Est-ce que aujourd'hui, il a encore une petite marge d'avance, ou lui est arrivé un petit peu en bout d'optimisation, et tu as l'impression que vous êtes maintenant tous assez basques? On est tous assez basques, et je l'ai dit parce que j'ai cette aussi culture de respecter mes adversaires. C'est un bateau qui nous a tous beaucoup inspirés, parce qu'il est très inspirant, parce que au départ, je crois que, sans être à l'intérieur du projet, Monsieur Rothschild a cru tout de suite au monde volant, alors qu'il était un des seuls. Donc un armateur comme celui-là était très inspirant pour toute la classe, et le monde entier en général, dans le monde volant au large.
On n'y a pas forcément tous cru aussi vite, aussi loin, peut-être aussi par des questions de moyens, mais surtout de vision. Donc, ils avaient ce petit temps d'avance qui est dû à cette capacité à un moment donné à marquer les esprits. Euh, Comme les bateaux sont grands et très lourds à faire évoluer, eux, ils sont maintenant enfermés dans une, entre guillemets, dans une enveloppe. Et autour d'eux, maintenant, se développent d'autres bateaux qui ont permis, par leur évolution, d'être plus performants sur d'autres critères. Et donc, forcément, à certains moments, ils ont plus le leadership qu'ils avaient globalement. Et c'est ça qui rend le match très intéressant, avec chacun une vision différente. Et, et c'est ça qui est assez fabuleux aussi, qui reflète aussi cette époque. On peut voir les choses différemment et arriver au même résultat. Il n'y a pas un bateau qui se ressemble dans le bassin au niveau des ultimes, alors que on voit bien que chez les IMOCA, à moins d'avoir l'œil très affûté, et moi j'adore décrypter chaque bateau parce qu'il ressemble à chaque skipper, c'est vrai que la classe ultime est très diversifiée. Les bateaux sont très différents, ressemblent chacun à leur skipper. Hein. Et j'aime cette phase de la vie où les choses sont encore vraiment très marquées par la créativité. Donc c'est très ouvert. Bon, eh ben, on s'en réjouit. Comme je le disais en introduction, moins de 2 mois après votre arrivée à Fort-de-France, pardon, vous serez au départ de l'Arkea Ultimate Challenge Brest le 7 janvier prochain. Le challenge aussi est relevé d'enchaîner les 2 courses. Est-ce que dans la tête, au niveau du rythme, de l'intensité que vous allez mettre sur cette Jacques Vabre, est-ce que cette course ultime en solitaire, elle va être dans un coin de la tête ou pas du tout? Justement, il faut mieux faire abstraction de ça et prendre chaque chose en son temps. Moi, et je voulais être très clair avec l'équipe et je voulais être très clair avec Thomas. Je ne fais pas la Jagba pour préparer le Tour du Monde. Ça, c'est pas du tout le cas. Pour autant, c'est clair que quand nous, on lance notre chantier, là, la Jagba n'est pas encore dans le calendrier des ultimes. Euh, donc, c'est vrai qu'en préparation technique, pour notre équipe, c'était pas forcément cette euh, temporalité celle qui était prévue. Pour autant, je suis ravi, moi, qu'il y ait une densité d'épreuves. Ces bateaux sont faits pour naviguer, ils sont faits pour se confronter. Être à la Jacques Vabre aujourd'hui, c'est une fierté, c'est un plaisir. Ça fait partie d'un calendrier toute la classe a été vraiment, c'était unanime. Euh, L'opportunité, certes, pas facile en timing de faire les deux, je la trouve intéressante. Forcément, on a cette épée de Damoclès de ne pas casser pour être présent au mois de janvier à Brest pour une course qui est le Graal du Graal, où on commence à construire une nouvelle page de la course au large en solitaire, mais pas que, qui restera dans les annales. On a tous envie d'être sur cette photo de départ et d'arrivée. On a ça, nous, depuis 2008, dans les cartons avec Patricia Brochard de chez Sodebo, que le terrain de jeu serait la planète, que les trimarans tourneront autour de la planète en solitaire. En 2008, par contre, c'était pas en mode volant, mais parce qu'on dépasse le rêve aujourd'hui. Et que moi, une de mes définitions de bonheur, c'est qu'effectivement, on dépasse le rêve. Et l'Arkea Ultimate Challenge, là, ça va être effectivement un moment très très fort pour notre groupe Sodebo, mais pour, encore une fois, notre classe et pour la course au large en général. Euh, je suis dedans parce que je vois trop cet endroit. J'y ai fait tellement de records en solitaire ou en équipage pour ne pas être dans la scénarisation ou dans cette, euh, dans cette course. Mais ça me nourrit plus que aujourd'hui m'occupe l'esprit. Je suis content qu'on ait le bateau qu'on a là, dans ce timing-là, pour pouvoir être effectivement compétitif sur ce Tour du Monde, où ça va être effectivement une très longue course sur la fiabilité, ça c'est sûr, sur euh, le dosage humain pour tenir la cadence, et pour autant avoir un bateau versatile pour répondre à toutes les conditions qui vont être celui d'un Tour du Monde, c'est-à-dire avoir cette polyvalence. Ouais. Et nous, on a un bateau qui va avoir cette polyvalence.
Vu ton parcours, quelque part, c'est la course d'une vie pour toi, cette Arkea Ultimate Challenge? La course d'une vie, non, parce que toutes les courses ont reflété à un moment donné ma vie. Je me suis toujours senti finalement dans les préparations que j'ai faites de mes courses ou des records que j'ai faites, j'ai aimé mes tripes à chaque fois et c'était ça qui me plaisait. Je me retrouve entier à livrer qui je suis à ce moment-là pour chaque course. Alors est-ce qu'elle tombe pour moi au bon moment par rapport physiquement, je ne me suis jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui. J'ai pas de bobologie, aucune. Techniquement, on a le bateau que j'aurais jamais rêvé de pouvoir avoir, jamais, grâce à cette longévité avec Sodebo. J'ai l'expérience d'avoir tourné plusieurs fois en équipage et en solo. Alors, est-ce que c'est au bon moment, dans le bon timing? C'est souvent ça qu'on dit pour que ça marche. C'est qu'est-ce qui fait que tout se synchronise pour que ça arrive dans le bon timing? Est-ce que c'est plus ça que je vis, plus que le fait de pouvoir dire c'est la course d'une vie? Ça voudrait dire que tout se résume à une course? Non, c'est sûrement pas ça. Moi, toutes les courses correspondent à une part de ma vie. Je pense à mon premier Vendée Globe, je pense au trophée Jules Verne que j'ai pu faire avec Olivier de Kersauzon, mais aussi avec Franck Camas, la Volvo, la Mini Transat, puisque je suis un amoureux de la Mini Transat, les deux Figaro que j'ai pu faire, ou encore une fois toutes les routes du Rhum ou Jacques Vabre sont pareilles, les Volvo. Non, non, ce serait trop réducteur et, et non, c'est surtout pas comme ça que je le prends. Bon, bah, très bien, merci Thomas. En attendant, il y a donc une Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre qui s'élance le 29 octobre avec 5 ultimes au départ. Merci beaucoup Thomas d'avoir pris le temps dans ton calendrier chargé de nous accorder un peu de ton temps justement. Et quant à nous, on se retrouvera donc le mardi 31 octobre pour le 138e épisode de Pause Report. Mardi 31 octobre, vous serez parti depuis 2 jours. Vous serez, j'imagine, plutôt au large de Madère ou des Canaries. Merci Thomas, très bonne journée et à très bientôt. Merci à l'équipe de Tip Shop, merci beaucoup. Change rien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!